Merci Christian. Bonsoir à toutes et à tous. Deux parties dans ma présentation. La première, je vais vous présenter l'ouvrage que Jocelyn a gentiment montré, ce qui me permet de parler de mes conflits d'intérêts, puisque j'ai eu la chance de coordonner la rédaction de ces deux ouvrages qui regroupent une centaine d'auteurs, 25 départements de médecine générale, et quand il y aura le troisième, on aura l'entièreté des départements de médecine générale et plus de 1000 références dans l'ouvrage. Alors la ligne éditoriale, en premier, oui, elle respecte les rangs A et rangs B, elle les reprend et en voilà une démonstration et une illustration même plutôt. Pas toujours facile, on n'était pas d'accord toujours avec les rangs A et les rangs B, c'est du consensus, probablement ça évoluera, on en reparlera. Mais en tout cas, on les a. Deux concepts aux interactions nombreuses dans la ligne éditoriale de l'ouvrage, la décision partagée, le premier, et le BM. Alors le BM, pas simplement la preuve, mais bien sûr le recours permanent dans un arbitrage entre les dernières données de la science, les valeurs du patient et le contexte de soins. La précédente plénière, où j'étais, on a parlé statine et conflits décisionnels, et on a vu que c'était des valeurs chères, et même il y a des participants qui nous disaient « mais et les autres spécialités ?» On a l'impression qu'ils sont un peu en retard en décision partagée. On les a rassurés en leur disant qu'on n'était pas tout seul, la santé pub et autres, et je pense que travailler ensemble avec toutes les SP pour la R2C, encore un avantage, Jocelyn, je suis d'accord avec toi, des valeurs comme la décision partagée diffuseront. Voilà un exemple de décision partagée. Il est volontairement un peu évident parce que à un adolescent, si on lui interdit complètement les écrans, ça risque d'être un peu compliqué. Et pourtant, il semble assez démontré que sa qualité de sommeil va conditionner sa qualité de bien-être, d'études et compagnie. Le troisième point, il est inhérent à l'EBM de la ligne éditoriale, c'est l'incertitude. Donc nous nous sommes éloignés des algorithmes que nous trouvons simplistes. Et comme on atteste l'item diabète, dans le diabète, en premier, je mets de la metformine, en deuxième, je mets des sulfamides, en troisième, j'additionne, j'empile. Non, on en est venu au niveau de preuve. Et par exemple, la metformine, vous voyez, on n'a pas démontré sa preuve sur la réduction de la morbimortalité due au diabète, mais elle est extrêmement tolérée. Et donc, pourquoi pas avec l'accord du patient en première intention. La dernière phase de la médecine générale, c'est qu'on a aussi essayé de tracer le parcours de soins du patient et qu'est-ce qui était du premier, du deuxième et du troisième recours, avec bien sûr comme fondement le manifeste pour un système de santé organisé. Dans ma deuxième partie d'intervention, je vais essayer, je vais vous proposer de jouer. On va essayer que ça marche. En fait, on va essayer de faire tous ensemble, et c'est pour ça que vous avez un QR code ou le code CNGE sur le WCLAP, un micro-DCP. Donc on a entendu que si on multipliait, si on raccourcissait les DCP, on pouvait en faire de nombreux et varier toutes les thématiques. Alors voilà, on va essayer d'en faire un. On le commentera en direct, et je vous dirai un petit peu les difficultés que le groupe de travail. Je voudrais fortement remercier Julie Chastan et Jocelyn Lebel et Christian Gazarossian et Catherine Ploton qui ont participé à la rédaction de ce micro-DCP. Et peut-être si on en avait eu d'autres, on aurait encore eu d'autres doutes et on ne l'aurait jamais terminé, tellement il y a des choses difficiles à choisir dans un micro-DCP. On est pas mal, ça monte encore, 154, 155, ok. Ouais, ça monte. Voilà, CNGE ou le code. Je ne voudrais pas quand même avoir toute la session. On est parti. Donc le micro-DCP ou QCM à contexte riche comporte un contexte riche. Alors, je ne vais peut-être pas tout lire, sauf s'il y a vraiment des gens très auditifs dans la salle. Mais il est riche. Vous êtes médecin généraliste, si je vais le lire pour les gens assis, parce que peut-être ils n'arrivent pas à lire de loin là. Vous êtes médecin généraliste et recevez pour la première fois une patiente de 37 ans suite au départ de son médecin traitant. Donc, premièrement, socialisation professionnelle précoce dans un QCM à contexte riche. D'un coup, l'étudiant est médecin généraliste et comme 40% d'entre eux le seront, ça paraît important.
Cette patiente a pris rendez-vous pour le renouvellement de sa contraception orale combinée. Elle est aide-soignante, elle a un enfant, elle a un IMC à 24, elle n'a jamais fumé. Elle ne consomme pas d'alcool quand elle travaille, mais vous voyez qu'elle a une propension à faire un peu la fête. Elle a une activité physique puisqu'elle va au travail à pied et marche tous les jours 30 minutes. Elle a pour seul antécédent une épicondylite. Oui, elle porte des malades pour laquelle elle prend régulièrement de l'ibuprofène 400. Quand on l'interroge, elle n'a pas de problèmes sociaux ou psychologiques, mais c'est la première rencontre, on verra. Dans le cadre de l'évaluation de son risque cardiovasculaire, vous mesurez sa pression artérielle. La mesure est effectuée au repos. Quels sont les éléments exacts, une ou plusieurs réponses possibles à vous? Alors, la mesure est conforme aux recommandations. On l'a fait 3 fois, de chaque côté, au repos. Cette patiente présente une HTA de consultation, alias HTA blouse blanche. Elle avait 144 sur 88. Cette patiente a un haut risque cardiovasculaire. Une HTA secondaire est suspectée. Et on lui proposerait volontiers une automesure. Vous avez vu quelles sont les réponses exactes, une ou plusieurs réponses possibles. Alors quand on a discuté sur la création de cet élément, Jocelyn m'a fait remarquer, il m'a dit non mais tu ne peux pas et proposer un traitement et proposer des choses de la mesure. Oui, très juste, un diagnostic thérapeutique, c'est vrai, c'est pour des étudiants de 2e cycle, il faut que je redescende de mon 3e. À propos, un tout petit propos syndicaliste, oui, il faut vraiment y aller dans le 2e cycle pour la socialisation professionnelle précoce, pour diminuer la rupture paradigmatique énorme qu'on a constatée entre le 2 et le 3 pour notre spécialité. Mais avec le nombre d'enseignants enseignés, le ratio le plus faible, c'est pas toujours simple selon les DMG. 1 sur 60, c'est quand même pas toujours facile. Cette patiente présente une HTA de consulte, ouais, ok. Un haut risque cardio, on l'a dit, une HTA secondaire est suspectée. Ok, vous avez tous répondu, au quasi. Qu'est-ce qu'on avait de juste? Bon, alors, on a bien mesuré la pression artérielle avec un appareil validé 3 fois, ok. Et probablement, on a besoin d'une automesure. Deuxième question. Le QCM à contexte riche, il se veut formatif. Donc, vous voyez, on leur donne la réponse aux étudiants. Vous revoyez cette patiente 2 semaines après avec une moyenne à 139 sur 85 en automesure. Ça veut dire qu'on a demandé une automesure. C'est ce qu'il fallait faire. Vous n'aviez pas suspecté d'HTA secondaire face à une pression artérielle inférieure à 160. Ok. Vous mesurez à nouveau la pression 3 fois. Vous informez et conseillez cette patiente quant au changement d'habitude de vie utile dans la situation. Et voilà une des variations dosimologiques dont avait parlé Jocelyn. Quels sont les 3 changements d'habitude de vie le plus utiles dans sa situation? En décision partagée, qu'est-ce qu'on va discuter avec cette patiente et nous, quel va être notre référentiel à lui proposer pour qu'elle diminue sa pression artérielle, autrement dit? Alors nos amis cardiologues, ils ne voient pas cette patiente. Et donc, ils ne peuvent pas faire un QCM à contexte riche comme ça. Et les étudiants, quand ils arrivent chez nous, ils voient cette patiente. Ils connaissent toutes les classes thérapeutiques, même leurs effets indésirables parfois. Même les études qui fondent le raisonnement. Mais face à la patiente, la bascule entre connaissances adaptées moyennement à la compétence, le savoir agir en situation, c'est très difficile. Donc probablement cette réforme et l'inclusion de la médecine générale va les aider à mieux vivre cette rupture. Ok, vous êtes super fort, je crois que ça va vite là. Oui, d'accord. L'ibuprofène, mettre un peu d'iatrogénie dans les dossiers, envisager la balance bénéfice-risque des médicaments. La France entière en a besoin, pas que les étudiants de 2e cycle. Changer de contraception, c'est très intime, c'est elle qui va décider, on va lui exposer ce qui existe, on peut en discuter.
Réduire sa consommation d'alcool, oui, ça paraît quelque chose, voilà, encore que. Elle verra si elle est prête. Le dernier qui nous a valu beaucoup de discussions dans le groupe, on va vous expliquer pourquoi. Vous suivez cette patiente depuis 8 ans, et oui, on soigne les patients sur le long cours, on lui a mesuré sa pression artérielle de très nombreuses fois, et un jour, ça y est. Pourtant, vous voyez, on a aussi fait du formatif. Elle a réduit sa patiente. On a fait de nombreux entretiens motivationnels. On lui a même expliqué que ça augmentait le risque de cancer du sein. Et il y a eu une bascule. Elle a réduit sa consommation d'alcool. Elle a arrêté l'ibuprofène. Et puis, on est passé à un DIU en décision partagée. Dans la suite d'une consulte, ça y est, on a un diagnostic d'HTA avec une automesure 158,94. Et là, c'est la docimologie, une seule réponse. Qu'est-ce qu'on lui propose comme traitement? Alors, Christian, il voulait mettre du doute, il voulait mettre une bithérapie, hein, Christian. Voilà. Très bonne idée. Mais ça dépend du référentiel. Si on prend le référentiel américain, l'étude Sprint, ils sont plus bas que nous en cible. Ouais, on va y aller en bithérapie directe si c'est 135. Mais si c'est le nôtre, c'est pas évident, elle est juste au-dessus. Si c'est la HAS 2016, non, on a le droit de faire un ou l'autre. Dans le groupe, il y avait aussi Catherine qui m'a dit « Pourquoi tu as enlevé les IEC et les AA2 ?» Je lui ai dit « Elle a 45 ans. » Alors, les QCM ambigus, c'est à éviter, parce qu'à 45 ans, elle est sous DIU, ok, mais vous voyez, où on met l'ambiguïté? Voilà pourquoi vous ne le voyez pas à l'IEC ou la A2. Bon, je pense que là, vous avez fait un carton plein. Hein, ouais, voilà. Bêta-bloquant, on va le réserver aux situations où il y a de la myocardiopathie ischémique, principalement, en première intention. Voilà, j'espère vous avoir montré un peu toute la difficulté à fabriquer un dossier et vous avoir encouragé, malgré cette difficulté, parce que vraiment, c'était très, très intéressant de le faire et de le faire en groupe. Alors, on a un groupe R2C Docimo national, Christian, qui va se réunir et qui va travailler à peu près toutes les Docimo. Donc, s'il y a des gens encore intéressés, je pense qu'il y a encore un peu de place. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.